Le collaborateur libéral est un avocat de plein exercice et à ce titre, il est entrepreneur individuel. Le discours habituel est de dire qu'il faut mettre 40% de côté pour préparer l'avenir. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast du jeune avocat réalisé en partenariat par la Gazette du Palais et la FNUJA. Alors que chaque année, plusieurs milliers de jeunes avocats rejoignent la profession en devenant collaborateurs libéraux, beaucoup restent encore assez ignorants face aux questions d'argent. Comment bien provisionner et gérer ses finances, c'est ce que nous allons voir avec Marissa Pissarro, présidente de l'UJA de Strasbourg-Saverne et trésorière de la FNUJA. Marissa, bonjour. Bonjour. Première question, à quel coût professionnel le collaborateur libéral qui débute va-t-il devoir faire face ? Au moment de l'entrée dans la profession, les coûts professionnels du collaborateur sont en réalité assez faibles, puisque le cabinet doit fournir au collaborateur les moyens pour exercer sa profession. C'est donc le cabinet qui va fournir le matériel, le local et l'ensemble des moyens pour exploiter la clientèle du cabinet. Les moyens mis à disposition par le cabinet peuvent également être utilisés par le collaborateur pour ses dossiers et ses clients personnels. Il faut noter que l'article 14 du RIN précise que pendant les 5 premières années d'exercice professionnel, l'avocat collaborateur libéral ne peut se voir demander de contribution financière en raison du coût généré par le traitement de sa clientèle personnelle. Cela ne veut toutefois pas dire que le collaborateur n'aura aucun frais. Il y a des frais incompressibles. Il y a le fameux achat de la robe, dont le coût peut débuter à 500 € et aller jusqu'à des sommes assez conséquentes. Même si en général, certains ont la chance de se voir offrir la robe par des proches. Il peut y avoir des éventuels frais de dossier au moment de l'inscription à payer auprès de l'ordre auquel on s'inscrit. À Strasbourg, ils sont de 500 € par exemple, et à Paris, ils sont de 800 €, mais il y a certains ordres qui vont considérer que ces frais de dossier sont des avances sur cotisation et vont donc s'imputer sur des cotisations à payer. Et il y a enfin l'achat de la clé RPVA qui est indispensable pour échanger avec les juridictions. Elle coûte 140,50 € hors taxe pour une durée de validité de 3 ans, même si pour les jeunes avocats d'un barreau, il y a la possibilité d'obtenir un code permettant de bénéficier d'une clé RPVA gratuite, valable pour 1 an. Ce code est à demander à son ordre au moment de son inscription. Quelle cotisation sociale s'applique sur les rétrocessions d'honoraires ? Le collaborateur libéral est un avocat de plein exercice et à ce titre, il est entrepreneur individuel, de sorte qu'il va supporter toutes les charges sociales qui sont dues à un entrepreneur individuel. Il va donc devoir payer les charges auprès de l'URSSAF. Ça couvre les cotisations maladie, maternité et les indemnités journalières y afférentes, les allocations familiales, la CSG-CRDS et la contribution à la formation professionnelle. L'avocat collaborateur devra également payer ses cotisations retraite appelées par la CNBF. Cette dernière collecte également la contribution au droit de plaidoirie et une cotisation au titre de l'invalidité et du décès. Pour certaines cotisations, l'avocat collaborateur peut bénéficier d'une exonération dite exonération ACRE. Elle permet pendant les 12 premiers mois d'exercice d'être exonéré des cotisations assurance maladie, maternité, retraite de base, vieillesse, invalidité, décès et allocation familiale, étant précisé que si elle est totale lorsque le revenu est inférieur ou égal à 34 776 €, elle devient dégressive au-delà et elle n'est pas applicable si le revenu atteint 46 368 €. Les charges sociales ne sont pas les seules charges supportées par le collaborateur libéral. Il faut ajouter les charges professionnelles, notamment les cotisations ordinales, qui peut comprendre la responsabilité civile professionnelle, les éventuelles cotisations CARPA et la cotisation foncière des entreprises, même si pour la cotisation foncière des entreprises, les avocats bénéficient d'un régime dérogatoire, puisque pendant 2 ans à compter de l'année qui suit le début de l'exercice de la profession, celui qui a suivi la formation CAPA est exonéré de CFE. Donc un avocat inscrit pour la première fois en novembre 2024 est exonéré de CFE jusqu'en 2026 et ne devient redevable de la CFE qu'en 2027. Et attention, les avocats en revanche qui ont passé la passerelle ne sont pas concernés par le régime dérogatoire. Alors, l'article 14 du RIN dispose que l'avocat collaborateur libéral indisponible pour raison de santé a droit à un maintien de revenus pendant 2 mois, sous déduction toutefois des indemnités journalières éventuellement perçues au titre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuel obligatoire. Aussi, au-delà de 2 mois, l'avocat collaborateur peut se retrouver sans revenus, alors même que ses charges sociales, ses charges professionnelles et ses charges personnelles, comme son loyer par exemple, devront toujours être payées. Et c'est pour ça qu'il est indispensable de souscrire à une prévoyance qui viendrait compenser les pertes de revenus en cas de problème de santé. Surtout que c'est pas si cher que ça, puisqu'on peut avoir une bonne prévoyance pour un coût très raisonnable. Moi, par exemple, à titre personnel, je paye 35 € par mois, ce qui est assez peu. À partir de quand le collaborateur va-t-il devoir verser les cotisations sociales ? Pour les avocats en début d'activité, le premier paiement auprès de l'URSSAF intervient
après un délai minimum de 90 jours à compter de l'affiliation, étant précisé qu'au plus tard, dans un délai de 30 jours suivant la date d'affiliation et avant tout versement, il est possible de demander un report des cotisations pour les 12 premiers mois d'activité. Pour la CNBF, les cotisations retraite, invalidité et décès, les cotisations sont appelées dès le mois de mars, voire le mois d'avril, donc ça vient relativement assez rapidement après la prestation de serment. Quel est le pourcentage de ces rétrocessions d'honoraires que le collaborateur libéral doit mettre de côté ? Alors quand on est élève avocat et qu'on vient nous faire des cours de gestion de cabinet, le discours habituel est de dire qu'il faut mettre 40% de côté. Alors certains vont vous dire que c'est beaucoup trop, d'autres vont vous dire que c'est pas assez. En tout état de cause, ce chiffre paraît assez juste, puisque quand on démarre l'activité d'avocat collaborateur ou d'avocat tout court, on est soumis fiscalement au régime dit micro-BNC. C'est un régime qui permet de déduire automatiquement et sans justification 34% de son revenu. Donc pour le collaborateur, ça va être l'ensemble de ses rétrocessions et éventuellement les honoraires perçus pour ses éventuels dossiers personnels. L'administration considère en effet qu'un avocat en dessous d'un certain seuil de revenus, à savoir 77 700 €, ne supporte que 34% de charges professionnelles en dehors de l'impôt sur le revenu. Alors si on ajoute aux charges sociales et aux autres charges professionnelles le coût de l'impôt sur le revenu, on aboutit assez logiquement à un taux de 40% de mettre à côté. Quelles sont les finalités des réserves ? Alors les réserves, elles ont deux vocations principales. La première, faire face aux régularisations des charges sociales, puisque durant les 2 premières années d'exercice, l'avocat va s'acquitter de charges sociales, donc URSSAF ou CNBF, déterminées à partir d'une rémunération forfaitaire, car la rémunération est inconnue pour ces organismes. Et ce forfait, il est assez bas, il a été fixé à 19% de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale. Donc l'avocat collaborateur va payer très peu de cotisations sociales, d'autant plus s'il a bénéficié d'une exonération âcre. Et les régularisations interviennent en général la 3e année d'exercice et postérieurement aux déclarations de revenus, puisque l'URSSAF et la CNBF sont enfin informés des revenus réels. À noter pour la CNBF, ce n'est pas la déclaration sur le revenu qui va être automatiquement transmise. Il y a une démarche active du collaborateur puisqu'il devra déclarer ses revenus sur le site de la CNBF. Et la seconde vocation de ces réserves, c'est préparer l'avenir, puisque la collaboration, rappelons-le, c'est qu'une étape dans une vie. On a vocation soit à devenir associé ou alors à s'installer. Et ces deux finalités ont un coût et ces réserves servent à anticiper ces coûts d'installation ou d'association. Sur quel compte verser ces rétrocessions ? Alors l'avocat collaborateur est un entrepreneur individuel, comme on l'a déjà dit, et c'est un travailleur indépendant. À ce titre, il est soumis à l'article L613-10 du Code de la sécurité sociale, selon lequel il est tenu d'avoir un compte bancaire dédié à l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à son activité professionnelle. Donc l'avocat collaborateur doit veiller à bien séparer son compte privé, sur lequel il va payer ses charges personnelles, le loyer, les éventuels abonnements pour des services tels que Netflix. Et il doit avoir un compte à vocation professionnelle sur lequel sera versées ses rétrocessions et à partir duquel il paiera l'ensemble des charges professionnelles. Il est à noter que rien n'interdit à l'avocat collaborateur de placer ses réserves sur un compte épargne. Cela peut être intéressant au vu du taux d'intérêt actuel et les montants mis en réserve qui sont assez conséquents, ce qui fait qu'au 1er janvier, on a une petite rentrée d'argent supplémentaire qui n'est pas négligeable. Faut-il distinguer les rétrocessions d'honoraires et les honoraires versés au titre des dossiers personnels ou de l'AJ ? Alors déjà, la rétrocession d'honoraires, elle est fixe. Elle ne peut pas être en dessous d'un minimum fixé par le Conseil de l'Ordre et elle est versée régulièrement par le collaborant à son collaborateur. C'est donc une source de revenus fixe. À côté de ça, l'avocat collaborateur peut et doit développer sa clientèle personnelle et faire éventuellement les permanences pénales. Ces dossiers personnels, à l'inverse de la rétrocession, assureront une rentrée d'argent, certes, mais fluctuante. Et dans tous les cas, la rétrocession d'honoraires et les honoraires versés au titre des dossiers personnels ou de l'AJ seront également perçus sur le compte bancaire dédié à l'activité professionnelle. Il n'est pas nécessaire d'avoir un autre compte bancaire pour ces dossiers personnels, on peut tout mettre sur le compte bancaire qui reçoit la rétrocession. Les honoraires versés au titre des dossiers personnels ou de l'AJ devront également être déclarés au titre de l'impôt sur le revenu et s'ajouteront à la rétrocession pour déterminer la base de calcul pour les cotisations sociales. L'article 14 du RN est clair sur un point. L'avocat collaborateur conserve les indemnités qui lui sont versées pour l'ensemble des missions d'aide juridique accomplies pour sa clientèle personnelle ou dans le cadre de désignation par le bâtonnier. Autrement dit, le collaborant ne peut donc en aucun cas demander à ce que la totalité ou même une partie de ses indemnités lui soit reversée. Si un collaborateur perd sa collaboration libérale,
comment peut-il se retourner financièrement ? Alors on peut déjà lui dire que ce n'est pas grave de perdre sa collaboration, on s'en remet, la carrière est longue. Ce qui permet à l'avocat de se retourner financièrement, c'est avant tout le délai de préavis, qui est initialement de 3 mois, auquel s'ajoute 1 mois par année à compter de la 3e année de collaboration, sans que cela ne puisse excéder 6 mois. Durant cet intervalle, l'avocat collaborateur a quand même le temps de retrouver une nouvelle collaboration. Si jamais, toutefois, à l'issue de ce délai, l'avocat collaborateur n'a toujours pas trouvé de collaboration, rien ne lui interdit d'utiliser une partie de ses réserves tout en veillant à conserver suffisamment pour s'acquitter de ses cotisations sociales et professionnelles. Souscrire une assurance perte de collaboration présente-t-il un intérêt ? Cela peut avoir un intérêt si on a une difficulté à retrouver une collaboration. Ça permet d'avoir un maintien de revenus. Certaines assurances permettent en plus de maintenir un niveau de revenus en cas d'installation. Cela peut donc être un tremplin supplémentaire. Attention toutefois à bien anticiper ce point, car les assurances prévoient souvent une franchise ou une période de carence. Quelles sont les aides qui existent au niveau des ordres ? Certains ordres ont créé des commissions sociales qui peuvent apporter des aides financières sous formes diverses. Ça peut être un prêt d'honneur, des exonérations de cotisations. Elles peuvent être sollicitées en cas de difficulté, soit dans l'exercice de sa profession, donc par tout avocat, mais aussi en cas de difficulté dans sa collaboration. Par exemple, si le collaborant ne paye pas de manière régulière la rétrocession. Au-delà de l'ordre, il y a des aides qui peuvent être sollicitées auprès de la CNBF, qui peut également apporter des aides financières. En tout état de cause, si on a la moindre difficulté dans sa collaboration, qu'elle soit pécuniaire ou autre, le premier réflexe, c'est d'en parler, soit au référent en collaboration de son barreau s'il y en a un, soit un membre du Conseil de l'ordre, ou un syndicat qui pourra alors vous accompagner. Donc en tenant fermement les cordons de la bourse, les jeunes collaborateurs peuvent gérer leurs finances avec intelligence et bâtir un avenir serein et prometteur au sein de la profession. Merci Marisa pour ces conseils et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Jeune Avocat.